C'est une certitude, la bataille en vue de la présidentielle de 2022 est entrée dans sa phase active. Et pour l'instant, les questions liées à l'identité, à l'insécurité, à l'immigration dominent les débats de manière écrasante. En dépit du fait que la crise sanitaire dans ses aspects internes et internationaux, et même la situation actuelle avec le rabotage programmé de l'assurance chômage, la hausse des prix de l'énergie et les risques de pénurie devraient pouvoir orienter la délibération sur des thèmes économiques. C'est ce constat que font de nombreux observateurs, notamment mon invité, Romaric Gaudin, dans un article passionnant intitulé « Présidentiel, un débat économique à côté des enjeux ». Romaric Gaudin est journaliste économique à Mediapart. Il est l'auteur de l'essai très remarqué « La guerre sociale en France », aux sources économiques de la démocratie autoritaire, paru en 2019 aux éditions La Découverte. Romaric Gaudin est très attentif au déploiement des idées économiques dans la sphère politico-médiatique. Avec lui, nous évoquerons la question de la présence des thèmes économiques dans le débat politique en France, les positionnements économiques des différents candidats à la présidentielle, qu'ils soient déclarés ou pas, et l'environnement international qui est peut-être en train de rendre impossible toute défense dogmatique du néolibéralisme. Bonjour Romaric. Bonjour. L'article que j'ai évoqué dans ma présentation date du 19 septembre 2021. Il a plus ou moins 2 semaines donc. Est-ce que depuis, vous avez senti un frémissement? Est-ce qu'avec la question des prix du gaz et de l'électricité, plus généralement du pouvoir d'achat, on parle un peu plus d'économie en France en ce moment et un peu moins des thèmes zémouriens? Moi, j'ai pas l'impression, à titre personnel en tout cas, j'ai surtout l'impression, et c'était une des positions que je défendais dans cet article, que le gouvernement essaye en fait d'étouffer toute possibilité d'avoir un débat de fond, un débat complet autour de la question économique, notamment pour les questions énergétiques, en annonçant un bouclier tarifaire. En fait, il fait une ristourne fiscale jusqu'au mois d'avril. Vous avez compris, le mois d'avril, c'est le premier tour. Donc en fait, la stratégie, elle est relativement claire. C'est-à-dire il s'agit d'étouffer cette question-là. Mais finalement, le fait qu'on ait continué le quoi qu'il en coûte sans le dire, en disant on arrête, mais en fait, il y a toujours des aides aux entreprises, il y a toujours des aides qui sont ciblées, etc. Le fait que cette année, le projet de loi de finances de la sécurité sociale ne prévoit pas de très fortes coupes budgétaires. Voilà, tout ça, en fait, montre que la stratégie du pouvoir aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur cette question-là, de dire, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. De toute façon, là, tout le monde est d'accord. On a une politique qui est une politique modérée, et puis on verra après la présidentielle. Donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est que même avec cette crise de l'énergie qui commence à toucher les consommateurs français, tout se passe comme si on essaye effectivement. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, comme si le gouvernement essayait effectivement, et je dirais la plupart des candidats avec le gouvernement, de porter l'attention ailleurs que sur véritablement cette question-là. Parce que derrière la question de l'énergie, derrière la question, on en parlera peut-être, mais des salaires, derrière la question budgétaire qui est aujourd'hui un peu suspendue, il y a tout un tas de questions très profondes à court terme, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire de l'ajustement budgétaire après l'élection, budgétaire, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire de l'austérité tout simplement après l'élection. Faire payer aux Français les petits cadeaux qu'on leur donne avant l'élection. Exactement. Donc ça, c'est, on va dire, à court moyen terme. Et deuxièmement, l'énergie, c'est le fruit, ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie, c'est le fruit de la libéralisation du marché de l'énergie, de la privatisation de fait d'EDF et de GDF dans les années 2000-2010. C'est le fruit également de la mondialisation, du fait qu'on est en flux tendu de production sur les semi-conducteurs, sur ces choses-là. Donc ce sont des choix politiques, ce sont des choix qui ont été faits depuis 30 ans. Et en fait,
on fait en sorte de dire non, on peut régler ça par un petit ajustement fiscal et puis on passe à autre chose. Et autre chose, vous l'avez dit, ce sont évidemment les autres sujets, l'immigration, l'insécurité, l'identité, je ne sais quoi. En gros, finalement, on s'adresse plus au consommateur qu'au citoyen. On lui dit, tiens, ce petit médicament, c'est symptomatique, pour éviter de parler de la maladie du fond. Oui, il y a un peu de ça. Sachant que c'est le consommateur de façon très ciblée. C'est le consommateur, évidemment, qui est soumis à une hausse du prix de l'énergie, à une hausse du prix à la pompe. Voilà. Le consommateur, en fait, il a des dizaines de facettes. Il est aussi souvent producteur, travailleur. Et finalement, lui, on s'en occupe pas vraiment. Il n'y a pas de réflexion sur, justement, le prix des biens et services, comment on organise ça, comment on organise les chaînes de production, comment on réorganise les chaînes de production dont on a vu avec la crise que quand même, elles étaient extrêmement fragiles et elles étaient problématiques en termes à la fois d'organisation des fournitures et puis de la réponse à la crise. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont laissées complètement de côté. Alors vous dites que le consensus conservateur sur le terrain économique est grand. Quelles sont les divergences fondamentales quand même, s'il y en a, entre les candidats putatifs qui sont les plus médiatisés dans leur rapport au néolibéralisme, justement? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à travers ce refus de réfléchir l'économie à la racine, je dirais de façon radicale, dans la plupart... Alors, il y a des candidats qui réfléchissent, notamment à gauche, qui essayent de défendre des positions qu'on peut aussi critiquer d'ailleurs, comme Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, les candidats d'extrême gauche, etc., qui, eux, ont des positions, évidemment, et traditionnellement des positions critiques vis-à-vis du néolibéralisme et qui tentent de développer des alternatives. Mais je dirais, entre Yannick Jadot et Marine Le Pen, sans mélanger Yannick Jadot et Marine Le Pen, mais dans ce grand ensemble de candidats, on a quand même, grosso modo, un consensus général sur la façon dont fonctionne l'économie. C'est-à-dire une prédominance du secteur privé, une prédominance des ajustements par le marché, c'est-à-dire que l'offre et la demande doivent déterminer, grosso modo, voilà. Alors l'État doit être là pour diriger les choses, mais grosso modo, on n'est pas sur une remise en cause des grands fondements du néolibéralisme, qui est de donner en fait la priorité à la rentabilité du capital, y compris d'ailleurs dans l'action de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. En gros, c'est quoi la priorité, ce concept qui a l'air intéressant, la priorité donnée au capital, au nantissement du capital, même dans l'action de l'État? En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, quand vous avez un problème, la solution, c'est le profit. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui vont réaliser du profit vont réinvestir dans les emplois, dans la transition écologique, dans les services à la personne. Et donc, en fait, tout problème trouve sa solution en fait dans la rentabilité du capital qui elle-même garantit ses investissements. Ce qui est complètement faux. Alors, on peut le prouver que c'est faux. On pourra y revenir si vous voulez, mais on sait aujourd'hui que ça se passe autrement. D'abord parce que le capitalisme est aujourd'hui financiarisé. Ensuite parce que la rentabilité du capital, justement, elle est sous pression en dehors de cette financiarisation. Parce qu'il y a une forme de management aujourd'hui qui est principalement actionnariale, et donc en fait cette rentabilité du capital, plutôt que d'aller vers l'investissement, elle va aller plutôt vers les dividendes. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans le néolibéralisme, c'est que l'État est là en fait pour favoriser cette rentabilité du capital. C'est-à-dire que, en fait, le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas seulement la disparition de l'État. En fait, c'est un État qui reste fort, mais qui reste en fait au service de cette rentabilité du capital. Un exemple très concret qu'on a sous les yeux, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire que la réforme de l'assurance chômage, c'est la première étape de la réforme de l'assurance chômage, c'est la suppression de la cotisation chômage des salariés en 2018. En disant ça va vous faire plus d'argent sur votre net chaque mois, sauf qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a plus en fait, de pouvoir pour les représentants
des salariés au sein de l'assurance chômage, parce qu'ils ne payent plus. Donc on a de fait une forme de nationalisation, en fait, de l'assurance chômage. Et comme l'État est du côté du patronat, on se retrouve dans une sorte de hold-up de l'assurance chômage par l'État pro-patronal et le patronat. Et donc à ce moment-là, on fait une réforme de l'assurance chômage qui fait quoi ? Qui fait qu'effectivement, on va donner aux entreprises de la main-d'œuvre, de préférence bon marché, puisqu'on va baisser en fait les allocations chômage, donc les gens vont être prêts à travailler pour moins cher. On va faire jouer mieux en fait l'ajustement de marché au sein du travail. Comme il y a 6,5 millions de chômeurs, eh bien effectivement, on va faire une pression sur les salaires, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui favorise la rentabilité des capitales. Et ça, on va le faire au nom de l'emploi, en disant ah mais regardez, il y a des emplois non pourvus. Regardez, si les entreprises arrivent à embaucher des gens moins chers, bah, ils vont créer plus d'emplois. On va parler de la question des emplois. Pardon, du coup, je suis sorti de votre Alors, question initiale. J'aimerais qu'on parle un peu des nouveaux venus finalement sur la scène des présidentielles. On a parlé notamment de Yannick Jadot. Il y a eu le débat, la primaire écolo, et en fait, vous en avez conclu que Yannick Jadot est un néolibéral comme les autres. Il y a quand même des spécificités. Oui, bien sûr. Non, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que on sent bien que selon les sensibilités, il y a des volontés d'avancer sur certains sujets. Évidemment, pour Europe Écologie Les Verts, c'est d'avancer sur la question de la transition écologique. Mais on avance sur la transition écologique via un système de croissance verte. Donc la croissance, il n'y a pas de secret en fait. La croissance, ce sont les entreprises qui la font, la croissance. C'est le secteur privé. Et le secteur privé, il ne fonctionne que s'il est rentable, que s'il a une possibilité de faire du profit. Et effectivement, il y a un discours qui s'installe dans la majorité du paysage politique français, qui est de dire, en fait, il faut soutenir les entreprises, leur rentabilité, pour qu'elles investissent et qu'elles trouvent des innovations qui vont nous permettre en fait de continuer à faire de la croissance sans abîmer la nature. Alors, la nature de ces innovations, pour le moment, ça reste quand même le grand flou, parce qu'en fait, toutes les innovations qu'on a vues jusqu'ici, qui soi-disant étaient vertes, sont quand même en réalité des innovations qui déplacent les problèmes souvent, et notamment qui déplacent le problème du problème du réchauffement vers le problème de la biodiversité, par exemple. L'essence verte, par exemple, qui conduit à la déforestation, qui a conduit, parce que maintenant on a un peu changé, mais qui a conduit à la déforestation en Amazonie, par exemple. Donc on voit bien que voilà, il y a une sorte de fuite en avant, mais on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que finalement, on se dit, on va aller dans cette fuite en avant pour essayer de trouver la fameuse innovation, etc. On ne va pas la trouver, mais comme on crée des nouveaux problèmes, on va faire des innovations pour résoudre les nouveaux problèmes qu'on crée d'une certaine façon. Donc on est toujours à la poursuite, en fait, de cette fameuse croissance verte, mais en tout cas, ça fait fonctionner le capitalisme et ça, dans sa variante néolibérale. Donc, moi, c'est un peu la question que je pose. Après, je pense que quelqu'un comme... je pense qu'il y a des gens parmi les Verts qui veulent rompre avec le néolibéralisme, qui se posent des questions, etc. Mais là... Mais c'est pas Yannick Jadot. Peut-être pas, en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui moi, m'étonne, et c'était le point de vue de départ de mon article, c'est qu'on a eu une crise quand même assez unique avec la crise sanitaire. Cette crise, elle a mis à jour un certain nombre de problèmes. Elle a mis aussi à jour un certain nombre de solutions. Elle a mis à jour un certain nombre Quelle solution ? Elle a mis à jour, quand on parlait de sobriété, on a vu qu'en fait, il y avait des possibilités d'aller vers la sobriété. Il ne s'agit pas de revenir au confinement, et loin de là. Mais on a vu qu'on pouvait abaisser le niveau de consommation. Et encore une fois, il ne s'agit pas de baisser le niveau de consommation comme on l'a connu en fait pendant le confinement. Mais ce confinement, il a permis de rebattre les cartes sur ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin,
À quel niveau de consommation on peut avoir de la satisfaction? Est-ce qu'on trouve de la satisfaction uniquement dans la consommation de biens? Voilà, tout ça a été posé à un moment, malgré nous, d'une certaine façon. On aurait pu, en fait, profiter de ça pour poser la question de la sobriété écologique. Mais non. Voilà, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que du coup, on referme la parenthèse et tout le monde nous dit, en gros, la solution, c'est la croissance. Alors, Éric Zemmour, donc c'est aussi un nouveau venu sur la scène du débat politique et son débat avec Mélenchon visait également à lui faire parler d'économie. Éric Zemmour, au-delà de son caractère, c'est un homme d'extrême droite qui est pétainiste en gros, mais est-ce qu'il est néolibéral aussi? Bon, pour le moment, c'est pas très clair en fait. Donc on attend. En fait, il réussit à monter dans les sondages sans clarifier sa pensée économique. Pour moi, c'est aussi un symptôme de l'état du débat, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste extrêmement flou, c'est-à-dire qui se dit anti-libéral, mais qui dit il faut baisser la compétition, il faut augmenter la compétitivité du pays, il faut baisser les impôts, il faut réduire l'État-providence, et pas que pour les étrangers, pour tout le monde. Bon, il se dit anti-libéral. Bon. Libéral peut-être dans le sens politique. Sans doute. Mais enfin, ça nous rappelle, c'est des choses qui sont défendues, notamment en Europe centrale, par des gens comme Orban ou par le gouvernement polonais. Ce sont des gens qui se disent anti-libérales, qui revendiquent une certaine action de l'État, mais d'une certaine façon, ils font du néolibéralisme dans un seul pays. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai expliqué, le néolibéralisme, c'est l'État au service du capital. Vous avez en fait plusieurs variantes. Vous avez eu des livres là-dessus qui ont expliqué ça. En gros, vous avez deux variantes. Vous avez une variante globaliste qui estime que, en fait, la pression sur le monde du travail pour faire accepter en fait les réformes néolibérales, elle est mieux quand elle vient de l'extérieur. Et puis, c'est-à-dire via les organisations internationales, la compétition internationale, ce genre de choses. Et puis, il y a ceux qui pensent que c'est mieux dans un cadre national, ce sont les ordolibéraux allemands. Voilà, on va faire des règles nationales pour faire respecter la compétition et faire pression sur le monde du travail au sein d'un pays. Donc, le néolibéralisme, il peut aussi exister dans un seul pays, d'une certaine façon. Mais vous noterez que Éric Zemmour, lui, il n'est pas du tout, en fait, tout antilibéral qu'il est, il n'est pas du tout opposé à la compétition internationale, puisqu'il est obsédé par la compétitivité. Donc c'est bien qu'il est sur ce terrain-là. Donc d'une certaine façon, il joue aussi là-dessus. Il est aujourd'hui il ne veut pas sortir de la zone euro ni de l'Union européenne, donc il accepte aussi les règles du jeu européennes qui favorisent la compétition entre les pays. Donc d'une certaine façon, il joue sur les mêmes ressorts qu'un Macron, qu'un Xavier Bertrand, qu'aujourd'hui même une Marine Le Pen, c'est-à-dire de dire si on veut créer des emplois, il faut qu'on soit compétitif sur le marché mondial et l'État viendra en fait favoriser cette compétitivité par des baisses d'impôts, par des réductions de dépenses publiques, par ce genre de choses. Alors, vous dites qu'en 2017, l'économie était au cœur du débat et que Marine Le Pen s'est effondrée notamment parce qu'elle était carente sur ce terrain. Or, entre 2017 et 2022, les certitudes économiques les plus largement admises se sont effondrées. C'est un paradoxe qu'on ne parle pas plus d'économie maintenant. Et est-ce que les médias ont un rôle dans cette structuration du débat? Oui, sans doute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un paradoxe qui, moi, m'étonne. C'est-à-dire que tout ce qui a structuré le débat en 2017 et tout ce qui a... et je reprends notamment les citations de Macron dans son livre Révolution, c'est-à-dire Macron dit « mais la France ne marche pas parce qu'en réalité, elle n'est pas dans l'ordre du monde, en fait. Elle ne suit pas la marche du monde. La marche du monde, c'est le néolibéralisme triomphant. » Aujourd'hui, ça, plus personne ne peut le dire, en fait. Parce qu'en réalité, c'est l'État-providence français qui a permis... qui a été renforcé et qui a permis en fait de traverser cette crise. Sans s'effondrer complètement. Oui, c'est-à-dire que si on avait eu un État réduit qui laisse les ajustements de marché se faire, soit on aurait eu une crise sanitaire, soit on aurait effectivement fermé, mais on aurait eu un désastre économique. Donc de toute façon, ça ne répondait pas
On a vu, on le voit encore, les perturbations des chaînes de valeur internationales qui posent quand même problème sur justement cette mondialisation, sur la façon dont ça fonctionne, sur le flux tendu, sur la consommation de biens importés de façon débridée, de choses comme ça. Bon, en gros, ça pose quand même des problèmes qui sont pour moi des problèmes de fond sur la structure de l'économie, ce qu'on veut en faire, à quoi ça sert et comment on s'organise. Et à côté de ça, on a un débat où on nous dit ah mais le but c'est de continuer à avoir de la croissance et l'État est là pour soutenir la croissance. C'est-à-dire on revient comme avant. Alors est-ce que les médias ont un rôle à jouer là-dedans ? Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est le genre de débat qui n'a pas été du tout posé. C'est-à-dire on est sorti de cette crise finalement comme on est rentré dans cette crise. C'est-à-dire tout ça est naturel. On a un virus, on ferme tout, on n'a plus de virus, ou presque plus, on rouvre tout, on a à nouveau le virus, on referme. Voilà, on ne se pose pas de questions sur ce que ça signifie, sur ce que ça induit, voilà, c'est comme ça. Et puis, bon, tout ça, de toute façon, ça correspond aussi à la vision néolibérale du monde. C'est-à-dire que l'économie est une sorte de puissance extérieure, divine, qui s'impose à nous et sur laquelle on n'a pas le droit, en quelque sorte, de réfléchir, sauf pour, finalement, se conformer aux doctrines des prêtres de l'économie, qui sont les économistes mainstream, et qui sont complètement perdus aujourd'hui, d'ailleurs, et qui disent souvent tout et leur contraire. Donc, on n'a pas à se poser cette question-là. Et donc, d'une certaine façon... cette stratégie que j'ai définie au début du gouvernement de dire mettons l'économie de côté et parlons d'autre chose, elle correspond à cette manière de penser qui est que l'économie, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, voilà. Sauf évidemment quand la terre se dérobe sous nos pieds, à ce moment-là, l'État est là pour nous aider, mais une fois que la terre est revenue, voilà. Est-ce que la Terre, justement, a cessé de se dérober sous nos pieds ? Je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité récente, notamment avec la reprise, entre guillemets. Le patronat se plaint, en France, de la pénurie de main-d'œuvre. Ça devient un sujet qui est à la une des quotidiens néolibéraux. Et qu'est-ce que ça cache, cette expression pénurie de main-d'œuvre ? A priori, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre structurelle, il y a peut-être quelque chose de plus complexe à expliquer que juste une absence de main-d'œuvre, parce qu'on n'est pas un pays vide de personnes et vide de chômeurs. Oui, qu'est-ce qu'ils entendent par pénurie de main-d'œuvre et à quoi ça renvoie ? Alors, la pénurie de main-d'œuvre, dans certains secteurs, en fait, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, certains secteurs, hôtellerie, restauration, construction, transport routier, ont du mal aujourd'hui à recruter des gens qui ne veulent pas travailler, en fait, dans ces secteurs-là. Mais ces gens qui ne veulent pas travailler dans ces secteurs-là, ils ont des raisons de ne pas vouloir travailler dans ces secteurs-là. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation, mais qui n'est pas si extraordinaire qu'elle y paraît dans l'histoire du capitalisme, où on voit à la fois des secteurs qui manquent de main-d'œuvre et puis une armée de réserve de chômeurs qui est considérable. Et effectivement, on a à peu près 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus, 300 000 offres qui ne sont pas pourvues, et puis on a 3 millions de chômeurs à peu près en catégorie A et 6,5 millions si on prend l'intégralité des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, si tous les chômeurs acceptaient de bonne grâce d'aller dans ce secteur, au prix de ce secteur, aux conditions de ce secteur, dans les endroits de ce secteur, ça ne résoudrait pas le problème du chômage. Ça ne résoudrait pas le problème du chômage. Ce que ça ferait, c'est que par contre, ça permettrait de continuer à faire pression sur les salaires. Là, le problème pour le patronat, il est très simple. C'est que, en fait, dans ces secteurs-là, on a des conditions de travail et des salaires qui sont dégradés, particulièrement dégradés. Et donc, effectivement, ce que veulent les patrons de ce secteur-là, c'est surtout pas augmenter leur salaire. C'est bien ça leur problème. C'est rendre compliqué, mettre du stress sur les chômeurs. Exactement. C'est-à-dire que pour eux, l'idéal, comme vous l'avez dit, c'est qu'une partie de l'armée de réserve, une partie de ces chômeurs viennent accepter à leurs conditions les emplois. Pourquoi ? Pour pouvoir en fait continuer
à jouer sur cette armée de réserve, c'est-à-dire à dire attention, si vous n'êtes pas content, j'ai 2 700 000 chômeurs, puisque les 300 000 seront rentrés, j'ai 2 700 000 chômeurs qui attendent à la porte, et donc il faut accepter mes conditions, c'est-à-dire des salaires faibles et des mauvaises conditions de travail. Donc l'idée du point de vue du patronat, c'est de surtout pas en fait jouer sur la rentabilité, la profitabilité. C'est ça leur enjeu à eux. C'est que, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est abaisser leur taux de profit parce qu'il faut payer davantage les gens, parce qu'il faut investir dans les conditions de travail, parce que... Voilà. Donc, c'est un enjeu qui est assez, disons, basique dans cette histoire, dans les mécanismes du capitalisme. Là, c'est même pas du néolibéralisme, c'est du capitalisme de base. Mais l'État, justement, l'État adepte du néolibéralisme, protecteur des patrons, intervient à travers une mesure, la défiscalisation des pourboires. En gros, on va augmenter le niveau de vie des gens qui travaillent dans la restauration sans demander à leurs patrons de les payer mieux. Dans le cadre néolibéral, l'État est là évidemment pour justement soutenir cette revendication patronale de dire il nous faut de la main-d'œuvre pour produire, mais toujours au même taux de rentabilité. Donc comment on fait? Alors on donne, moi j'appelle ça des bonbons, quoi. C'est-à-dire cette histoire de pourboire qui est un peu ridicule parce que en fait de facto aujourd'hui une grande partie des pourboires sont déjà défiscalisés. Bon, alors là, c'est les pourboires. Oui, bon, là, c'est les pourboires en carte bleue qui ne peuvent pas être au noir, donc effectivement, qui vont être, bon, pourquoi pas. Enfin, c'est vraiment une mesure symbolique. Mais c'est aussi un peu symptomatique de l'époque, parce que même sur des applications de l'économie ubérisée, il y a de plus en plus, on vous demande de payer des pourboires, on vous incite à payer des pourboires, et en gros, Uber ou Deliveroo ne payent pas assez bien leurs travailleurs, qui sont même pas des salariés, mais toi, consommateur, si tu veux pas être un méchant, il faut payer des pourboires. C'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière cette mesure symbolique, la mesure en elle-même, elle est symbolique et pas vraiment en mesure de régler le problème. Derrière cette mesure symbolique, il y a le fait effectivement que le consommateur doit payer le salaire du travailleur directement, non plus via le prix de vente du produit, mais directement. Et effectivement, en faisant ça, en fait, on préserve tout ce qu'il y a à l'intérieur du prix du produit, et y compris le taux de profit du patron. Alors, le problème, et le deuxième point, juste pour dire ça, ça c'est la mesure qui a été annoncée, etc. Mais en fait, la réalité, et d'ailleurs, un représentant du MEDEF cette semaine a tweeté sur le sujet en disant vivement la réforme de l'assurance chômage. La véritable mesure là-dessus, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire, c'est utiliser le gourdin vis-à-vis des chômeurs pour que les chômeurs acceptent les conditions de travail et les salaires existants et que, effectivement, on puisse forcer en fait les gens à accepter ces emplois-là et qu'on puisse ainsi continuer à faire pression sur les gens qui ont accepté les emplois parce qu'il y aura encore des chômeurs dehors en leur disant vous êtes obligés en fait d'accepter ça parce que dehors il y a vous êtes moins indemnisés par l'assurance chômage et moi j'ai une file de gens qui sont prêts à travailler parce qu'il y a 2,5 millions de chômeurs et que donc je peux faire pression sur vous. Donc c'est en fait, c'est vraiment, on a presque un cas d'école là du néolibéralisme où on voit l'État venir à la rescousse, non pas du patron en général, mais bien du taux de profit du patron, du taux de profit des entreprises. Parce que si on est dans une économie avec un patron machin, bon, le patron il peut dire bon bah si tu veux pas travailler à X euros, bah j'ajoute 10%, 15% et voilà. Mais là c'est pas ça qui est en jeu. Là c'est bien la sauvegarde du taux de profit. Ça paraît un peu surréaliste parce qu'en même temps, il y a une sorte de poussée vers le haut des prix donc, dans le monde. Et en France, on voudrait pousser les salaires vers le bas. Mais bon, bref, la presse économique parle aussi des risques de pénurie sur des produits divers et variés et d'une pression à la hausse donc des prix dans le monde entier. Est-ce que ça aussi, c'est un signe de ce que le néolibéralisme ne fonctionne plus ? Ben oui, enfin, ça me paraît relativement évident. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'a fait la crise Covid, c'est qu'elle a fait en fait un aller-retour très vite, très fort comme ça. Comme en fait toute l'économie fonctionne par des ajustements de marché en temps réel, notamment l'économie des matières premières et une partie des économies des biens
disons, des biens d'équipement, notamment les semi-conducteurs dont on parle beaucoup en ce moment, évidemment, ces marchés en temps réel, ils ne prévoient pas l'avenir, en fait. Ou alors ils prévoient l'avenir par des systèmes d'options, mais qu'au regard de ce qu'on voit maintenant. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en mars ou en avril 2020, on a eu un prix négatif à un moment pour le pétrole. Parce qu'en réalité, plus personne, tout le monde était enfermé chez soi, donc plus personne ne consommait de pétrole. Et donc, effectivement, on se retrouve avec du stock de pétrole dont on ne savait pas quoi faire. Et donc, les gens, pour se débarrasser des stocks, étaient prêts, en fait, à payer les gens. Et puis, d'un seul coup, hop, on se retrouve avec une reprise vigoureuse. Vigoureuse parce qu'en fait, on a préservé plus ou moins d'ailleurs, parce qu'il y aurait longtemps à dire là-dessus, mais on a préservé un peu les revenus. Donc les gens recommencent à acheter et on leur dit surtout qu'il faut continuer à acheter comme avant, donc ils achètent comme avant. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un besoin énorme de pétrole, de semi-conducteurs, de gaz, d'électricité, de meubles, parce que de meubles, de bois, c'est aussi un truc. Mais sauf qu'entre-temps, comme on ajuste toujours en fait en fonction de la rentabilité, on a fermé les usines. On a licencié les gens. Dans des pays comme la Russie, la Chine, la Malaisie, on licencie les gens quand ça ne va pas. Il faut préserver le taux de profit. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec des usines vides qui doivent faire face à une augmentation de la demande qui est énorme. Donc, on ne sait pas faire face. Donc, il faut refaire des systèmes d'embauche, il faut réajuster l'offre à la demande. Ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et sauf qu'en fait, on a eu l'habitude depuis 40 ans, on claque dans les doigts et on demande et on nous sert. Sauf que on là, demande à la Chine, on demande au Vietnam, on demande... Voilà. Et sauf que là, on voit les limites des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une économie à courte vue qui, en fait, s'ajuste non pas en fonction des besoins réels de l'économie, mais uniquement en fonction de la rentabilité présente ou future. C'est pour ça qu'en fait, ce que nous dit cette crise aujourd'hui de la pénurie, c'est que la financiarisation de l'économie est incapable de nous prémunir, alors qu'elle a été faite pour ça. La financiarisation de l'économie, l'argument, c'était de dire « Ah, mais comme ça, on se prémunit en fait pour l'avenir. On prend des options, on se couvre, on a des options à 3 mois, 1 an, 6 mois, donc on peut prévoir la demande à 6 mois, etc. » Tout ça, aujourd'hui, s'effondre. Donc en fait, c'est un vrai défi aujourd'hui qui nous invite à repenser complètement l'organisation économique. Et repenser complètement l'organisation économique, c'est pas seulement mettre un peu d'État ici ou là, dire qu'on va faire, je sais pas, du miel en France, ou je sais pas, baisser les taxes, faire des trucs, dire qu'on veut augmenter les salaires, etc. C'est repenser l'intégralité en fait du système économique de façon radicale. Il y a des façons de le faire de droite, il y a des façons de le faire de gauche, mais en tout cas, il y a une nécessité en fait de repenser, de sortir en fait de ce néolibéralisme et de réfléchir à la sortie de ce néolibéralisme. Et une nécessité d'en parler dans le cadre de cette campagne électorale pour la présidentielle de 2022. Avant de se quitter, Romaric, je voudrais qu'on parle de la faillite d'Evergrande, le numéro 2, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, le numéro 2 de l'immobilier chinois. Ça ressemble à l'affaire Lehman Brothers, mais on nous dit que ce n'est pas l'affaire Lehman Brothers, c'est qu'il n'y a pas de risque de crise systémique de l'économie mondiale. Est-ce qu'on devrait quand même s'inquiéter ? En tout cas, c'est pas Lehman Brothers au sens où c'est vraiment différent parce que c'est effectivement dans un cadre différent. C'est pas pour ça que c'est complètement bénin en fait. Depuis 2008, en fait, la seule force qui soutient l'économie mondiale, c'est la Chine. Et la Chine l'a payé très cher. Elle l'a payé très cher en termes environnementaux. La Chine a produit en 10 ans autant de béton que les États-Unis en 150 ans. Donc le béton, c'est extrêmement polluant et effectivement, ça, c'est le fruit en fait de la relance de 2008-2009 en Chine, qui s'est fait avec l'immobilier, en fait, qui s'est accompagnée, parce que la Chine étant ce qu'elle est, d'une politique de déplacement des populations vers les villes,
Et effectivement, ça a soutenu en fait toute l'économie mondiale, parce que effectivement, pour construire des maisons, pour construire des immeubles, il faut des biens d'équipement, il faut des voitures pour se rendre sur son lieu de travail, il faut des choses, etc. Et donc effectivement, ça a tiré en fait la demande de nos produits à nous en Europe et aux États-Unis. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à sortir plus ou moins vaillamment de la crise de 2008. Et je dis plus ou moins vaillamment parce qu'en fait, on a notre pic de croissance en 2016, c'est 2,4%, ce qui est quand même pas extraordinaire. Bon, en termes historiques, je parle. Mais aujourd'hui, on arrive au bout de ça, parce que la face cachée de ça, effectivement, c'est une immense bulle immobilière. Une immense bulle immobilière qui, en fait, avec Evergrande, menace d'éclater. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Effectivement, l'économie chinoise et le système financier chinois sont très étatisés. Donc, on peut imaginer que l'État chinois peut, à la différence de ce qui s'est fait avec Lehman, contrôler, disons, la faillite d'Evergrande. Mais arrêter la bourse de Shanghai, par exemple, pendant plusieurs jours. Par exemple, elle peut faire racheter des actifs d'Evergrande par des banques publiques et prendre en fait les pertes sur le compte de l'État. Bon, il y a plein de choses comme ça. Sauf que, en fait, ça, c'est le côté financier. Il n'y a pas de crise financière, très bien. Mais il y a un autre côté, c'est qu'en fait, il faut sortir de la bulle immobilière. Et c'est le but, en fait, aujourd'hui du pouvoir chinois, c'est de sortir de la bulle immobilière. Mais quand vous êtes sorti de la bulle immobilière et que, en fait, vous avez 30 ou 40% de l'économie chinoise qui fonctionne jusqu'ici à la bulle immobilière, il faut trouver un relais de croissance. Et c'est là, en fait, où la question va se poser. C'est que derrière Evergrande, vous n'avez pas que des immeubles vides ou une spéculation immobilière. Vous avez des gens, des entreprises qui fournissent du béton, qui fournissent de la main-d'œuvre, qui fournissent du bois, qui fournissent des choses, du pétrole, etc. Et eux-mêmes ont des fournisseurs. Et en fait, vous avez tout un écosystème qui va avec. Et cet écosystème, il représente 30 à 40% du PIB chinois aujourd'hui. Donc, et 30 à 40% du PIB chinois, c'est beaucoup dans l'économie mondiale. Oui, donc en termes de croissance, en fait, ça représente à peu près un quart de la croissance mondiale. Donc il faut à un moment, si on doit arrêter et sortir de la bulle immobilière chinoise, on va forcément avoir un régime de croissance qui va être beaucoup plus faible en Chine. Et un régime de croissance beaucoup plus faible en Chine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois vont trouver des relais de croissance chez eux, c'est-à-dire que plutôt que d'importer, ils vont faire les choses chez eux. Donc il va y avoir une baisse de la demande mondiale, en fait, qui provient de la Chine. Et ça, effectivement, ça va avoir des répercussions. Alors, pas directement sur la France, parce que notre commerce extérieur est extrêmement dégradé déjà, mais d'abord sur l'Allemagne, sur l'Italie, qui sont des pays qui sont très dépendants de cette demande, et par ricochet jusque chez nous. Donc, effectivement, il y a un élément, mais encore une fois, pour moi, la crise du Covid, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas la fin, en fait. Bruno Le Maire vous dit c'est la reprise, c'est fini, etc. Vous voyez bien, entre la question des pénuries, du prix de l'énergie, d'Evergrande, et de la question bientôt du pouvoir d'achat qui va se poser avec les conséquences de la hausse des prix, tout ça en fait qu'on a, et c'est en fait assez classique des crises du capitalisme, on va avoir une deuxième vague en fait, pour parler comme pour la crise sanitaire. Et cette deuxième vague, sans compter le risque de crise sanitaire qui reste présent, puisqu'on n'a pas éradiqué le Covid, donc on est encore en fait dans une situation extraordinairement fragile. Et c'est pour ça que... Deuxième vague de crise économique. Oui, la deuxième vague de la crise économique, c'est-à-dire après l'effet direct de la crise sanitaire, eh ben, on a les effets secondaires qui sont ceux qu'on a décrits à l'instant. Merci beaucoup Romaric, c'était passionnant et j'espère qu'on se reverra bientôt.